qu'avec ces deux équipes-là, le MSP et le Dev, on a réussi à créer des forfaits récurrents avec nos clients. Fait qu'on est passé à l'époque à pratiquement zéro de récurrent. On a fait l'exercice dernièrement, on est à peu près à 80% de récurrents dans l'organisation présentement. Ça nous aide beaucoup à créer une croissance à travers le temps. Puis si on regarde depuis, j'ai sorti les chiffres justement ce matin, depuis 2008, on a une moyenne de 37% de croissance année après année. Mais la croissance a été surtout plus soutenue dans les 4 dernières années environ, où ce qu'on est décollé là, d'une quinzaine de joueurs, puis on est rendu 60 quelques là, aujourd'hui dans l'organisation. Fait que ça a été, c'est exponentiel, là, on s'entend en pourcentage. C'est vraiment en allant chercher le Prophetix, en focusant sur le récurrent qui nous a aidé à aller chercher une croissance. Mon nom est Antoine Gagné, je vous souhaite la bienvenue au 31e épisode du podcast Hypercroissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerce en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Plusieurs propriétaires de compagnies offrant des prestations de services ont souvent une envie, à un certain moment dans leur croissance, de commencer à vendre des produits. Vendre son temps et le temps de ses employés peut souvent avoir une limite en termes de croissance. D'un autre côté, arrêter directement la prestation de services et se concentrer que sur la conception de produits peut devenir très dangereux pour une organisation. Mon invité aujourd'hui, Jonathan Léveillé, président et fondateur de l'entreprise Open Mind Technologies, va nous expliquer comment son entreprise devra évoluer d'ici 2025 afin d'atteindre l'objectif de croissance qu'il s'est fixé. Vous allez le voir durant l'entretien, l'architecture que Jonathan a donnée à son organisation lui permet aujourd'hui de continuer à offrir des prestations de services tout en accélérant la création de produits complémentaires. Sans plus attendre, ma discussion avec Jonathan Léveillé. Jonathan Léveillé, tu es le président et fondateur de l'entreprise Open Mind Technologies. En 2017 et 2018, ton organisation fait partie des 500 entreprises en plus forte croissance au Canada. Vous êtes d'ailleurs la 13e entreprise technologique au pays ayant la plus forte augmentation de revenus d'une année à l'autre. En plus d'avoir une société qui va vite, Open Mind se positionne également comme une marque employeur en étant notamment cité par le site web Bon Boss où un reportage complet a été fait sur vous. Jonathan Léveillé, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Yes, puis bon, Jonathan, l'objectif du podcast aujourd'hui, ça va être de parler de croissance d'entreprise, on s'entend, mais spécifiquement de croissance stratégique. Puis qu'est-ce que je veux dire par croissance stratégique? Ben, on a eu des discussions préalables, toi et moi ensemble, où est-ce qu'on était capable on discutait, puis on le sait très bien qu'à un certain point, une entreprise avec uniquement des prestations de services qu'elle va offrir, ben tu peux avoir une certaine limite que tu vas atteindre. Puis pour cette raison-là, il y a beaucoup de prestataires vont souvent bouger tranquillement vers la conception de produits sans nécessairement laisser la prestation de service, mais ils vont vouloir intégrer la conception de produits à leur offre globale. Puis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, puis que tu me parles un petit peu comment Open Mind, tranquillement, pas vite, est en train de s'enligner vers la conception de produits, peux-tu nous dire comment cette belle histoire-là a commencé en 2005 pour ton entreprise? Oui, définitivement. Je vais remonter légèrement avant 2005. Je suis quelqu'un qui est tombé dans la potion magique de l'informatique quand j'étais jeune. J'ai eu la chance, à l'âge de 8 ans, d'avoir un oncle qui travaillait chez IBM. Puis en ayant accès à ma première ordinateur, moi, je m'amusais à la briser. Lui, il s'amusait à venir la réparer. Puis il me trouvait tellement tannant d'y poser un paquet de questions qu'il m'a acheté un livre. Puis je vais toujours m'en rappeler toute ma vie. Là, le livre, c'était comment programmer sa première page web en HTML. Fait que j'avais 8 ans à cet âge-là. Il me donnait ça, puis il me dit en blague, tu vas gagner ta vie un jour avec ça. Fait que j'ai commencé à lire le livre, puis avec un de mes amis à cette époque-là, on a commencé à se donner des petits défis. Fait qu'on a commencé à programmer des sites web. C'était vraiment au début de l'Internet, dans les débuts des années 90. Puis à partir de là, on a eu un certain succès, ça s'est mis à décoller. On a réussi à avoir des contrats à l'âge de 11, de 13 ans également, à 15 ans aussi. On a ramassé des bons petits contrats dans la région où on était, jusqu'à l'âge de 19 ans où j'ai décidé de partir officiellement Open Mind. Donc j'ai lâché l'école à 18 ans, officiellement parti l'entreprise à l'âge de 19 ans.
Je suis pas quelqu'un qui adore raconter mon histoire, mais je me livre à toi définitivement. Donc, j'ai décidé de partir l'entreprise à l'âge de 19 ans. Puis je dirais les premières années, c'était vraiment un mode de survie, un mode de découverte. Je travaillais la fin de semaine chez Future Shop pour réussir à payer le bail, mon appartement et mon auto. Puis j'appelais ça mes semaines de 8 jours où ce que je travaillais vendredi, samedi, dimanche chez Future Shop. Je travaillais 5 jours semaine comme un fou dans la business. J'ai eu beaucoup de plaisir malgré l'énorme travail que ça prenait. Mais les premières années, ça a été très long avant que ça décolle. Ça a pris plusieurs années avant qu'on atteigne les 7 chiffres au niveau du chiffre d'affaires. Puis on en parlera peut-être un petit peu plus loin dans le podcast. Mais ça a pris beaucoup d'efforts. Puis je me souviens des fois où on avait des livraisons de logiciels à faire. Je travaillais jusqu'à 5-6 heures du matin. La livraison était à 7 heures le matin. Puis on faisait semblant qu'on avait dormi. Puis on allait livrer ça chez le client. Puis on installait ça, puis on faisait semblant qu'on avait passé une belle nuit. Fait que ça a été vraiment une belle expérience, même à partir du début jusqu'à aujourd'hui, là. Ben, j'imagine. Puis, j'aimerais ça que tu me dises, parce que là, on va essayer de rentrer un petit peu dans les anecdotes croustillantes. Là, c'est toujours intéressant de savoir comment ça s'est passé au début. Mais toi, ta formation à la base, bon, si tu nous dis que tu quittes l'école, ça veut dire que tu n'as peut-être pas allé chercher un degree spécifique. Mais c'est quoi, disons, on va dire ton skill set à la base pour t'avoir donné, là, pour avoir eu l'idée et l'envie de bâtir une entreprise technologique comme OpenMind? C'est sûr qu'en ayant tombé là-dedans très jeune, je me suis mis à lire beaucoup de livres. Puis c'était quand même assez facile dans les années 90 d'apprendre la programmation logicielle, la programmation de site web, comment débugger des ordinateurs. Donc c'était pas trop complexe. Puis j'ai eu la chance d'être exposé à plusieurs concepts de comment apprendre à apprendre. Donc d'évoluer par soi-même, de devenir autodidacte. Puis je dirais que c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Puis curieusement, jusqu'à l'âge de 18 ans, je me suis toujours dit que jamais je me lancerai en affaires. J'ai vu mon père qui était en affaires à l'époque sacrifier beaucoup de choses dans sa vie pour être capable de faire grandir la business puis de sortir la tête de l'eau. Puis je me dis jamais je veux vivre ça parce qu'il y a trop de sacrifices à faire. Jusqu'à temps que je tombe sur un livre à l'âge de 18 ans, proche de 19 ans, qui était Père riche, Père pauvre, qui m'a ouvert sur le concept de si je focusais sur ma business pendant 10 ans de temps, de l'âge de 20 à l'âge de 30 ans, ben qu'après, je pourrais avoir probablement un système qui roulerait, qui me permettrait de me concentrer sur ma famille. Puis c'est probablement, dans ma tête à cet âge-là, c'était le meilleur moyen d'être capable de se concentrer un jour sur la famille. Puis je dis, bon, ben écoute, on l'essaye, j'ai déjà des contrats. L'école, ça n'a pas donné nécessairement ce que je voulais au niveau apprentissage, au niveau évolution. Fait que je dis, bon, ben je me lance. Puis j'avais beaucoup de plaisir à faire, même encore aujourd'hui, là, même à partir du début, d'aider les clients, de solutionner des problèmes que beaucoup d'autres gens arrivaient pas à solutionner. Je suis un gars de défi, là. Dites-moi que c'est pas faisable de le faire, ben let's go, on va s'asseoir et on va regarder comment le régler. Si on garde toujours l'esprit ouvert, il y a toujours une solution. C'est d'ailleurs pour ça que la compagnie s'appelle OpenMind. Si on garde toujours l'esprit ouvert, c'est toujours faisable de trouver une solution à n'importe quel problème. Fait que j'ai pas eu la chance d'avoir un parcours scolaire au niveau entrepreneur. Mon apprentissage s'est fait beaucoup à travers le temps. Puis là, je vais sortir une expression que je dis souvent à la gang ici, à coup de pelle en plein visage. Là. On en a mangé plus qu'une. Puis c'est un peu comme ça que j'ai fait mon éducation à travers le temps. Et j'ai eu la chance d'avoir des mentors puis des coachs vraiment incroyables à travers le temps qui a fait un peu mon université dans mon parcours au niveau entreprise, au niveau entrepreneur. Puis c'est ce qui a fait là, que dans les 5, 6, 7 dernières années, on a vraiment eu une croissance exponentielle puis qui a permis d'amener la business à un autre niveau. Donc, j'ai pas de parcours scolaire business, ça a vraiment été l'école de la vie, puis le coaching, lire beaucoup de livres, beaucoup de formations, je crois énormément à ça. Puis c'est ce qui a fait l'avancement, je pense, de mon parcours d'entrepreneur. Bon, puis revenons-en un peu à ça. Tu as dit en début de podcast que ça a pris quelques années avant que vous atteigniez les 7 chiffres. Souvent, on dirait que c'est un peu un palier. Hein? C'est un palier pour beaucoup d'entrepreneurs de se dire, bon, on va-tu l'atteindre notre premier million de chiffre d'affaires? Puis on dirait que par la suite, beaucoup de choses en découlent. Peux-tu nous parler de ces différents paliers-là? Donc, si je reviens dans le temps, l'entreprise est créée en 2005. Il y a peut-être des itérations qui se sont passées un petit peu avant ça, comme tu le disais, au niveau de ton enfance. Mais l'entreprise est créée en 2005. On est en 2020 aujourd'hui. 15 ans se sont écoulés. Donc, il y a dû avoir des échelons que vous avez traversés dans votre entreprise. Si vous pouvez nous en faire part un peu pour situer un peu l'audience par rapport à votre business. Effectivement, mais je dirais de 2005 à 2008, c'était pas mal le mode survie où ce que j'essayais de me donner une paye. J'étais pas capable. Donc, 2 ans de temps, j'étais seul dans l'entreprise. Après ça, on a engagé un premier stagiaire que j'avais pas d'argent pour le payer. Puis c'est lui qui avait l'argent de la business au début. Donc, c'était très primitif comme capacité d'entrepreneur ou de business. Puis, à force d'évoluer, de lire des livres, ça a commencé à aller un petit peu plus loin.
engagé un deuxième stagiaire. Là, on commence à dégager un peu de bénéfices, commence à se donner une paye. Donc, 2005-2008, mode survie. 2008 à 2011, on a commencé à se faire un petit peu les dents là-dessus. Puis, en 2011, il est arrivé mon premier bon coup de pelle en plein visage que j'ai eu. À la fin de l'année 2011, je me suis sérieusement demandé si l'entreprise allait exister en 2012. On a eu des problèmes au niveau de la comptabilité financière de l'organisation. Pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais qui était très connaissant là-dedans, puis il a dit, écoute, Jonathan, vous perdez de l'argent, beaucoup. Puis ça apparaissait pas dans les livres du tout, il y avait un problème de comptabilisation. Puis ça a été ma première grande leçon que je me suis fait donner à cette époque-là. Cette personne-là m'a dit, Jonathan, tu ne peux pas connaître tes chiffres, tu ne peux pas connaître comment ça fonctionne. Un bilan, un état des résultats, faut que tu sois capable de maîtriser ça puis de challenger les gens qui vont jouer là-dedans, sinon ça fonctionnera pas. Donc à partir de là, cette personne-là a été un peu mon professeur là-dedans. J'ai commencé vraiment à apprendre comment ça fonctionnait, les chiffres, puis le côté business. Puis c'est ce qui a fait qu'on a mis après ça une structure à travers ça, puis qu'on a réussi à grandir. On a réussi à tourner la business de côté en dedans de 3 mois. Fait qu'on perdait quand même un très gros montant versus le chiffre d'affaires qu'on faisait cette année-là. En dedans de 3 mois, on a ramené ça break-even, puis après ça, on a toujours été profitable par la suite des choses. Fait que ça a été vraiment une année qui m'a appris vraiment quelque chose de super important. Puis si ça peut aider d'autres jeunes entrepreneurs peut-être qui écoutent le podcast, connaissez vos chiffres, connaissez comment lire vos chiffres, comment les budgéter. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir cette école-là, l'université que beaucoup de gens peuvent faire aujourd'hui ou qui ont fait. Mais si vous n'avez pas passé par là, connaissez vos chiffres, connaissez comment lire vos chiffres, puis challenger les gens autour, c'est tellement important, c'est tellement la base. Puis il y a personne qui nous dit ça au début quand on part en business. C'est ça qui est spécial, c'est que beaucoup de gens qui sont en business que je côtoie, que j'ai interviewé, souvent c'est un truc qu'on se rend compte, c'est que tabarouette, les businessmen, les entrepreneurs, ils savent pas compter. Ils savent pas compter, c'est du monde d'idées, c'est du monde de vente, mais quand ça arrive au bottom line, pour comprendre, il y en a-tu plus, il y en a moins, là. Souvent, c'est une donnée, on dirait, qui est comme un peu échappée ou qui est laissée de côté ou qu'on considère pas importante. Si moi, je ferais du pouce à ce que tu as dit, Jonathan, tu disais les bilans des résultats, j'arrivais pas à les lire. Il y a un excellent livre qui a été fait, qui explique littéralement ça, qui dit, tu sais quoi, un entrepreneur sera jamais capable vraiment de les lire, ses bilans financiers. Lui, la seule chose qu'il est capable de voir, c'est y a-tu plus d'argent dans mon compte de banque que la semaine passée? Tu sais, c'est à peu près ça qu'on est capable de voir. Là, souvent, là, on regarde ça très short term. Puis, bref, pour les gens qui nous écoutent, puis peut-être que tu l'as lu ou peut-être que tu pourras le lire, c'est un livre qui s'appelle Profit First. C'est un livre qui a, moi personnellement, qui a changé ma vie. Je trouve complètement fascinant. Ça, c'est parfait là pour les gens qui nous écoutent, pour les gens qui sont en business, qui ont peut-être un petit peu de la misère à comprendre un état des résultats, un bilan financier. Profit First là, vous met ça très simplement puis vous montre comment arriver puis faire du profit first, OK? Le profit en premier, puis par la suite, on regarde le reste. Fait que peut-être une petite parenthèse, là, je sais que t'es pas le seul que c'est arrivé. Moi aussi, tellement de gens. Ce livre-là, il peut être bon pour peut-être sauver des coups de pelle d'en face, comme tu dis, là. Effectivement. Puis je ferai un autre petit bout de pouce là-dessus. Il y a le livre également, Simple Numbers, qui est vraiment incroyable, qui enseigne des concepts de base que d'après moi, il montre à l'université, là, mais moi qui ai été un peu ma propre université aussi, là. Puis pour faire un autre élément là-dessus, je pense que la majorité des entrepreneurs ne font pas extrêmement attention à ça parce qu'il y a personne qui est imputable aussi de ça. Tu sais, effectivement. Faut avoir une discipline pour regarder nos états des résultats de notre bilan à chaque mois, mais si on le fait pas, il y a personne qui va nous cogner sur l'épaule de dire hey, ça marche pas ou c'est pas bon ou ça devrait être mieux ou jusqu'à temps qu'il y ait un conseil d'administration qui arrive ou qui soit mis en place. Mais au début, malheureusement, il n'y a pas personne qui nous tient imputable de ça. Effectivement, c'est juste nous. Tant que t'as pas un conseil, comme tu dis, ou que t'es une entreprise publique, regarde, c'est tes affaires, mais c'est important que tu regardes parce qu'éventuellement, comme tu le dis, ça peut t'éviter un paquet de troubles. Donc, c'est important d'être super sérieux là-dedans. Je reprends un petit peu où est-ce que tu en étais. Donc, tu me dis 2011, vous prenez le taureau par les cornes, vous tournez une situation, on va dire, délicate dans une situation, comme tu dis, par la suite, qui est redevenue profitable. Par la suite, vous avez été capable d'être un petit peu plus profitable puis de commencer vraiment la croissance. Peux-tu nous parler un petit peu de ces années-là qui ont suivi de 2011 à 2015 puis par la suite, on ira dans les 5 dernières années? Définitivement. Il y a eu deux éléments qui ont changé après qui nous avaient beaucoup aidé pour la croissance de l'organisation. En 2013, j'ai croisé une coach, Cléo Maru de Gazelle Scaling Up.
qui a été vraiment bénéfique pour nous. On s'est vraiment assis pour définir vision, mission, valeur, le Profitix, le One-Pager Plan, tous les bons outils de management. Ça a été vraiment les éléments les plus bénéfiques qu'on a mis dans l'entreprise à l'époque. Puis, on s'est donné comme rêve un peu grand de dire, bon, on est 10 employés, on veut faire x5 en 5 ans, donc passer de 10 à 50 joueurs. Donc, ce qu'on a fait à partir de là, c'est qu'on s'est dit, bon, OK, il n'y a pas de place dans nos locaux où ce qu'on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On a demandé un permis d'agrandissement où ce qu'on était. Ils ont jamais voulu qu'on agrandisse. Fait qu'on a réussi à trouver un local dans une autre ville qu'on a acheté, qu'on est devenu propriétaire. Mais c'était beaucoup trop grand pour ce qu'on avait de besoin. Mais heureusement, les propriétaires qui vendaient sont devenus locataires. Ça payait l'entièreté du loyer. Fait qu'on s'est ramassé ça nous coûte rien de loyer. On est propriétaire de notre bâtisse, puis on peut agrandir de 10 à 50 joueurs à terme en faisant des agrandissements par l'intérieur. Fait qu'on a vraiment été super chanceux à l'époque, puis je suis très reconnaissant à la personne qui nous a vendu à cette époque-là. Puis la beauté de ça, c'est que dans cette bâtisse-là, il y a 7 condos industriels. Puis là, quand on arrive, on dit, bon, on pourra passer de 10 à 50 dans celle-là, mais il y en a 7 autour. Si on les achète toutes, on va pas monter à 200, 250 joueurs. Fait que déjà là, on commençait à être un petit peu trop fou. Là, je fais une parenthèse, on est rendu à 5 d'acheter sur 7. Il en manque juste 2 Gaulois à déloger. Fait qu'on avance là-dessus. Mais avec Léo Maheu, on a défini vraiment le plan de match. On a déménagé dans nos locaux ici. Puis on a démarré vraiment le plan de croissance. Puis de dire vraiment, OK, on s'en va par là, gang. Puis voici comment qu'on va le faire. Mais ce qui était vraiment bénéfique, c'est dans le One-Pager Plan, il y a un élément qui s'appelle le Profitix, qui est qu'est-ce qui fait qu'on fait de l'argent puis qu'on est capable de scaler là-dessus. Notre gros problème à l'époque, c'est qu'on avait peu ou pas de revenus récurrents. Donc, si on veut faire une croissance d'une année à l'autre, il faut revendre le même dollar qu'on a vendu l'année d'avant. Puis ça a été un peu une illumination quand un coach me dit ça. Si tu veux faire de la croissance, il faut que tu revendes le même dollar que l'année d'avant avant même de rajouter $1 de croissance de plus en avant. Fait qu'on s'est assis et on a dit, comment en 5 ans on peut transformer la majorité de nos revenus en revenus récurrents alors qu'à cette époque-là, c'était juste du projet puis ça s'arrêtait là. Fait qu'on a travaillé très fort les premières années, puis on s'est cherché beaucoup de comment réussir à créer ce récurrent-là. Puis ça nous a créé certains plateaux. Pendant 1 an et demi, on a stagné à peu près à 10 joueurs, on a monté à 15, on a stagné un autre à environ 1 an et demi là. Puis après, ça s'est vraiment mis à décoller quand on a mis le doigt sur qu'est-ce que ça serait notre Profitix. Puis le Profitix, au final, était dans nos équipes de MSP, de Managed Service Provider. C'était de vendre du service MSP qu'on appelle, qui est un prix fixe mensuel pour s'occuper de l'entièreté du parc technologique de nos clients. Fait que l'infrastructure, le monitoring, les systèmes de relève en cas de désastre, jusqu'au support à l'usager. Puis de l'autre côté, dans nos équipes, on faisait du web à l'époque, du site web. Il y avait peu ou pas de récurrents dans le site web. Puis, on a des clients qui nous ont demandé de créer des plateformes technologiques, d'augmenter les fonctionnalités dans les logiciels, de réécrire des vieux logiciels dans des nouvelles technologies. Puis on s'est rendu compte qu'on était bon là-dedans, qu'on était capable d'apporter une belle plus-value, qu'on était capable, en prouvant le retour sur investissement, de créer du récurrent avec le client. Fait qu'on a vraiment focusé toute notre pratique de développement web sur le développement sur mesure, sur l'automatisation de processus. Fait qu'avec ces deux équipes-là, le MSP puis le Dev, on a réussi à créer des forfaits récurrents avec nos clients. Fait qu'on est passé à l'époque à pratiquement 0 de récurrent. On a fait l'exercice dernièrement, on est à peu près à 80% de récurrents dans l'organisation présentement. Fait que ça nous aide beaucoup à créer une croissance à travers le temps. Puis si on regarde depuis, j'ai sorti les chiffres justement ce matin, depuis 2008, on a une moyenne de 37% de croissance année après année, mais la croissance a été surtout plus soutenue dans les 4 dernières années environ. Où ce qu'on est décollé là, d'une quinzaine de joueurs, puis on est rendu 60 quelques là, aujourd'hui dans l'organisation. Fait que c'est exponentiel, là, on s'entend en pourcentage, mais c'est vraiment en allant chercher le Profitix, en focusant sur le récurrent qui nous a aidé à aller chercher une croissance, puis surtout une stabilité puis une profitabilité qui est là aussi parce que on se le cachera pas, tu sais, dans une business de service, le plus gros problème, c'est quand tu as trop ou pas assez de job. C'est de trouver le milieu qui est parfait, qui est super difficile à atteindre, qui fait que tu es rentable puis que tu es capable de donner un bon service. Avec le récurrent, ça permet d'aplatir ces courbes-là vers le haut, vers le bas. Puis c'est là-dessus qu'on a beaucoup focusé dans les dernières années.
Intéressant. Je suis curieux, question que je me pose en t'écoutant. Donc, tu pars d'une business qui était sur un one-time purchase un petit peu. Donc, j'imagine que vous autres, vous arrivez, vous allez voir un prospect potentiel. Vous lui offrez, peut-être de mettre en place un certain système technologique dans le cloud, d'essayer de linker certains logiciels ensemble pour être certain que ça soit plus facile pour le client. Mais à ce moment-là, quand il y avait ce service-là qui était vendu, par la suite, vous laissiez le client aller par lui-même. Il y avait un soutien qui se faisait à un certain point ou comment que ça se passait, juste pour être certain que je sois capable de comprendre le chiffre de cette vente de prestations-là à cette vente d'un retainer-là? Si on regarde dans nos équipes d'MSP, qu'on appelait les équipes de TI avant, on accompagnait le client au départ, puis après, c'était du break and fix, en bon français qu'on appelle. Donc, il y a une urgence, il nous appelle, on sort le camion de pompier, on arrose tout, il n'y a plus de feu, mais on n'a pas réglé le problème à la base, il n'y a pas de monitoring, il n'y a pas de prévention. Fait qu'on a vraiment transféré le modèle pour aller vraiment en préventif, puis d'aller vraiment en maintenance, mais là, le client dit, je veux pas payer pour ça. Ça, c'était le gros problème qu'on s'est rebuté, puis c'est un des plateaux qu'on a eu. Puis, on s'est rendu compte qu'il fallait sortir du modèle de taux horaire puis d'y aller à prix fixe pour être capable d'amener cet élément-là. Donc, d'enlever le point de friction du taux horaire, on va partager le risque avec le client, c'est une formule tout inclus, un prix fixe par mois, puis on va être capable à ce moment-là de travailler en prévention puis en maintenance, puis de bien accompagner le client dans sa stabilité de système. S'il y a un problème, mais là, c'est notre problème à nous à ce moment-là au bout de la ligne. C'est ce qui a permis vraiment de transférer le mode break and fix en mode récurrent, puis de travailler à ce moment-là plus en prévention avec le client, puis d'enlever beaucoup l'irritant du taux horaire, puis l'irritant de ça brise souvent, puis là on disait c'est parce on n'a pas la marge de manœuvre pour t'aider en prévention parce que il faut un budget pour ça. T'sais. Donc dans ces équipes-là, c'est ce qu'on a fait. Du côté qu'on appelle maintenant dev, du développement, mais avant que c'était du web, qu'on l'appelait, c'était des sites web. Fait que c'était un projet, il y avait peu ou pas de récurrent après parce que c'était un gros projet qu'on faisait, mais il y avait pas de modification ou d'amélioration continue, ou du moins quand on avait, c'était très limité versus le projet initial. Maintenant, on vend des sprints de développement. Le client contrôle son budget, contrôle son calendrier. On y va par priorité. On essaie d'attaquer vraiment ce qui est les low-hanging fruit, donc les premiers, je cherche le terme en français, les quick wins. Oh ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire. Les premiers enjeux que facile à fixer, c'est ça que vous allez attaquer au début. Exactement. Puis après ça, avec ce retour sur un investissement-là, on va continuer à aider le client à automatiser ses processus. Donc, c'est vraiment comment qu'on a réussi à transférer d'un projet qui s'arrête là à de l'accompagnement continu avec les clients. Fait qu'en gros, t'es arrivé, puis clairement, si je fais ça simple pour les gens qui nous écoutent, tu faisais ton projet, puis par la suite, t'as amené une police d'assurance. T'as amené une police d'assurance de régler ça pour un retainer mensuel qui peut-être se distingue selon certains packages. Donc, peut-être dans le dernier package, t'as encore plus d'assurance. Dans le milieu, t'as une certaine assurance. Puis bon, à partir de là, t'as été capable de transformer des one-time purchases dans des retainers qui vont te payer année après année. Puis là, c'est là que la croissance, ça change. Là. Exactement. Puis, c'est un peu dans le livre Simple Numbers qui disait, si vous voulez une business qui va être en santé, que vous allez être capable de financer la mesure de vos ambitions de croissance, il faut du récurrent. Il faut que vous trouver le moyen d'amener une valeur au client par ce récurrent-là. Puis c'est comme ça qu'on a réussi jusqu'à date à tirer notre épingle du jeu puis d'amener une valeur au marché puis de bâtir une croissance et une récurrence à travers tout ça. Très, très intéressant. Je te pose une dernière question par rapport à ça parce que je pense que ça pourrait donner également des idées aux gens qui nous écoutent. Vendre du récurrent, ça, c'est souvent des questions que les gens me posent ou que j'entends. Puis, une des manières les plus intelligentes et intéressantes, puis je veux t'entendre sur le sujet, Jonathan, que nous, on a trouvé, puis que je vois aussi avec d'autres personnes qu'on a trouvé pour vendre du récurrent, c'est de ne pas vendre de récurrent au début. OK? C'est de commencer par un projet qui te met un petit peu, comment on appelle ça, le foot in the door un peu. Donc, tu as une relation qui se crée avec un client avec une première transaction. Et quand cette confiance-là est créée par une première transaction ensemble, donc il y a une confiance, on voit que l'équipe à Jonathan, c'est pas des crosseurs, que l'équipe à Antoine, c'est pas des crosseurs, qui viennent dans l'entreprise, qui font un premier travail, par la suite, c'est beaucoup plus facile d'arriver puis de vendre ce package mensuel-là. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous l'avez vu de votre côté également? Oui, définitivement. Puis on a testé tellement de formules dans les 7 dernières années à comment réussir à faire ce premier accompagnement-là puis créer de la valeur pour tout le monde dans l'équation. On s'est cassé les dents à plusieurs reprises. On a fait plein d'erreurs. On a fait des succès qu'on pensait qu'elle allait être répétable, qui ne l'était pas. On a une formule présentement qui, je pense, fait du sens pour tout le monde en moyenne, qui est vraiment une analyse de départ qu'on va faire avec le client, peu importe l'équipe de service qu'il va utiliser pour aller valider c'est quoi l'impact qu'on peut avoir chez le client puis comment qu'on peut créer un effet de levier. Et un des focus qu'on est en train de faire, c'est de réussir
à mettre un chiffre en retour sur investissement que le client peut faire ici, puis de réussir à suivre ensuite cette évolution-là avec le client pour dire, gars, on s'était commis que ça serait ça, puis on avance avec ça en avant, puis vous pouvez nous tenir imputables si jamais on n'est pas capable d'atteindre ces chiffres-là. Donc, on est en train de travailler sur une petite formule sauce secrète qu'on a un bon espoir là-dessus en avant de nous, là. Bon, mais super intéressant. OK, parfait. Donc, on continue, on voit la croissance qui va vite, tu l'as dit, spécifiquement dans les dernières années. J'aimerais que tu me dises un petit peu, là, dans les dernières années, dans les derniers mois, c'est quand que tu as commencé à avoir des questionnements, des réflexions à te dire, hey, pour continuer à grossir, là, ça va-tu juste être dans la prestation de service? Faut-tu arriver puis amener une autre épingle à notre jeu avec de la conception de produits qu'on va être capable également de vendre à des clients existants? Quelle est la réflexion dans la tête de Jonathan Léveillé quand tu arrives, tu vois cette croissance-là, puis tu te dis, tu sais, tu veux pas t'arrêter là. J'imagine que si tu arrives à 50 employés, tu vas vouloir être encore plus dans quelques années. Donc, bref, il y a plusieurs questions que tu te poses. Il y a deux éléments qui ont amené cette réflexion-là au final. La première des choses, si on regarde une entreprise comme la nôtre de service, si on veut devenir, puis là, c'est ambitieux un peu ce que je vais dire, mais une business d'1 milliard de dollars en valorisation ou en chiffre d'affaires, de recréer comme un CGI de ce monde ou équivalent à ça, ça va être très, selon mon opinion, très difficile d'aller là parce que c'est un océan rouge où est-ce qu'il y a beaucoup de compétition, où est-ce que le marché est déjà mature, puis il y a tellement de friction pour se rendre là, versus eux, dans le temps, ben le marché était en train d'être créé, puis c'était facile de grandir rapidement. Donc ça, c'est une chose. Donc, difficulté, selon moi, en service, d'avoir une croissance rapide, une croissance soutenue, une croissance qui est rentable également. Ensuite, l'autre élément qui a vraiment poussé notre réflexion, c'est que pour nous, c'est important d'offrir, d'être dans le top tiers de conditions de rémunération globale pour l'équipe. Pas juste pour le salaire, mais l'entièreté qui vient autour, là, les activités qu'on va organiser, puis les perks qu'on donne autour. Donc, pour être capable de rester dans cette strate-là, faut dégager un bon bénéfice. Parce qu'une culture forte comme ça se finance, c'est plate à dire, là, mais il faut de l'argent pour être capable de faire vivre ça puis d'offrir vraiment des bonnes conditions au staff. Il y a une réalité au marché présentement pour la main-d'œuvre sur laquelle on se bat tous, que l'inflation de la rémunération globale pour les joueurs est plus rapide que la capacité du marché au niveau des clients d'absorber l'augmentation d'un taux horaire. Donc, ce qui arrive à terme, c'est qu'il y a un plafond de verre qu'on a sur notre tête. Si on veut continuer à être toujours dans le top tiers d'offrir des bonnes puis les meilleures rémunérations globales à notre staff, bon, maintenant, on va se taper, la tête dans le plafond de verre parce que la profitabilité finit toujours par s'éroder. En regardant qu'est-ce qui existait comme technique de management pour réussir à relever ce plafond de verre-là, on avait deux options. Soit qu'on allait plus précis dans nos expertises de services puis on exportait nos services, ou on regardait, est-ce qu'on a quelque chose à l'interne qu'on est capable de sortir puis d'aller à l'international puis générer des revenus, exemple en dollars US, ou d'avoir une croissance plus rapide qui serait détachée du taux horaire. Puis on s'est rendu compte qu'on a développé beaucoup de produits pour nos clients. On a même aidé dans certains cas au niveau du marketing. Puis on s'est rendu compte qu'on avait l'expertise pour le faire. C'est juste qu'on le faisait pas pour nous autres, on le faisait pour nos clients. Donc, au lieu de prendre le pari de dire on prend nos services puis on creuse dans une verticale précise pour l'amener à l'international, on a pris le pari il y a 2 ans d'investir 50% de la profitabilité de l'organisation de manière annualisée dans le développement de produits. Mais pas n'importe quel développement de produits. On a un fil stratégique qu'on a mis en place avec un incubateur sous la méthodologie StageGate, qui est très, très, très bien défini, qui est compartimenté ou processé. Le début de ce filtre-là, faut que ça soit un produit qui nous aide, nous, à être plus efficace, plus rentable, plus optimal ou plus heureux dans la compagnie. Donc, on peut reprendre ce produit-là puis le pousser dans d'autres entreprises comme la nôtre, dans notre industrie. Ou il faut que ça soit un produit qui peut servir à nos clients, puis qu'après ça, on pourrait le revendre à l'international. Donc, toujours en ayant un fit stratégique avec qu'est-ce qu'on fait, aider les entreprises à être plus rentables, plus efficaces, puis à créer du bonheur aussi au travail par la technologie qui vient autour de ça. Puis je suis curieux parce que là, moi je vois souvent ce thinking-là de passer de prestataire à tranquillement pas vite conception de produit. Puis je peux le dire, puis je pense que c'est important que les gens le sachent aussi. Vous arrêtez pas la prestation de service, là, vous continuez à fond là-dedans. C'est un add-on qu'on pourrait dire un petit peu à votre offre globale. Question que je te pose, question légale que je te pose, est-ce que ces entités-là que vous êtes en train de construire au niveau de vos incubateurs à l'intérieur de l'organisation, c'est des entités qui vont œuvrer et opérer sous le même nom qu'OpenMind ou vous en faites des entités à part dans une optique éventuellement de peut-être vendre ces entités-là, mais de garder OpenMind ou d'un autre côté, de vendre OpenMind, mais de garder ces entités-là? C'est une excellente question.
Puis je vais la répondre en deux temps. Si on regarde vraiment les équipes de service qu'on a présentement là, on veut les amener jusqu'à un 10 millions. 10 millions équivaut à peu près 100 personnes dans les corps de service. Puis on veut les maximiser là pour être capable de garder la qualité aux clients. Maintenant, en ayant l'optique qu'on garde ces équipes de service-là puis qu'on est capable définitivement d'amener une belle plus-value au marché par nos clients, le développement de produits se fait à l'intérieur d'OpenMind lui-même, sauf qu'on a on a le plan de match déjà tout fait pour faire ce qu'on appelle un spin-off du produit pour l'amener dans une entité légale séparée d'OpenMind. Puis la motivation en arrière de ça, c'est que les produits qu'on a dans notre incubateur sont des produits qui ont un fort potentiel de croissance rapide, d'hypercroissance. Donc, généralement, dans ce genre de produits-là, faut aller faire des levées de rondes de financement. Donc, d'ailleurs, un super bon podcast que tu as fait toi-même avec Expertise, qui est une mine d'informations, une mine d'or incroyable. Je vous recommande. Ah ben merci. Ils vont demander à ce moment-là, les VC, d'avoir une coquille séparée pour le produit. Donc, ça va être des spin-offs qui vont être sortis d'OpenMind. On garde vraiment les équipes de service dans OpenMind directement. Puis ce qu'on s'est donné, comme je disais, comme but, là, c'est d'ici 3 ans de doubler les corps de service, l'amener de 5 à 10 millions de chiffre d'affaires. Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec, on pourrait l'appeler quasiment maintenant là, ton laboratoire. OpenMind, ça devient ton laboratoire de test, de retest, de retest, de retest. Pendant ce temps-là, j'imagine qu'il y a une intelligence qui se crée au niveau du développement de ce produit-là. Par la suite, vous le mettez dans une coquille externe et développement s'ensuit, que ça soit levée de fonds, etc., etc. Mais c'est un path. Puis tu me diras ce que tu en penses, Jonathan, que beaucoup d'entreprises dans la prestation de services vont prendre à un certain point. GSoft l'a fait. OpenMind, présentement, est en train de le faire. Il y a plein de gens que je vois qui sont en train de penser à ça, mais souvent, ils négligent un petit peu la complexité de faire ça. C'est pas facile d'arriver là, puis de passer de prestataire à littéralement une entreprise que tu vends un produit. Là. C'est une game complètement différente. Définitivement. Puis on a vécu plusieurs de ces challenges-là dans les 2 dernières années. Un, c'est super important de ne pas se défocusser de nos équipes de service à l'heure actuelle. Donc, on a vraiment du bon monde en management à l'heure actuelle, opérationnel là-dedans. Puis, le développement de produits nous permet de tester des nouvelles technologies, des nouveaux procédés, des nouveaux processus pour les répercuter chez nos clients. Fait qu'on est capable d'apporter une belle plus-value dans nos équipes de service. Puis, le service aide à ce moment-là à financer le produit. Maintenant, c'est d'être capable le plus possible, je pense, puis de compartimenter ces activités-là pour pas se défocusser dans ces silos-là au bout de la ligne, mais de quand même créer une synergie puis de transférer les processus, les procédés puis les technologies d'un côté comme de l'autre. Donc oui, effectivement, on a eu des embûches dans les derniers mois, dans les dernières années par rapport à ça dans le développement de produits. Je pense que le plus gros apprentissage qu'on a eu dans les 2 dernières années, c'est vraiment avant même de faire une ligne de code, c'est de s'assurer d'avoir des ventes ou d'avoir des pré-ventes de fait avec des clients pour avoir testé ce qu'on appelle en anglais le product market fit pour être certain qu'il y ait un modèle économique viable d'entreprise par la suite. C'est pour ce que beaucoup de gens négligent en produit. On pense souvent qu'on connaît le marché, on pense que ça va se vendre, un coup ça va être créé. Mais c'est d'inverser le modèle puis de faire le plus de travail possible avant même d'écrire une ligne de code. Puis on ne se cachera pas aujourd'hui, des projets comme ça de produits, c'est plus des projets technologiques. C'est beaucoup plus des projets de marketing, des projets de recherche de marché, de validation de marché. Puis la technologie, c'est plus quelque chose qui est compliqué aujourd'hui à faire, du moins pour un prestataire de service comme nous. On le sait comment le faire, on a les bonnes équipes, on a les talents et les cerveaux en place pour régler la majorité de ces problèmes technologiques-là. C'est vraiment plus du marketing, de la recherche de marché, trouver le bon product market fit, pivoter, puis de pas trop brûler d'argent ou d'oxygène longtemps sur une idée qui fonctionne pas bien ou qui décolle pas à travers le temps. Parce qu'il y en a des sas. Hein. C'est pas comme tu parlais tantôt, tu as pris le bon terme, océan rouge. Donc pour les gens qui nous écoutent, un océan rouge, c'est un endroit où est-ce que comment qu'on pourrait dire ça un peu qu'il y a trop de gens présentement qui sont déjà là puis qui sont en train de se battre pour des parts de marché. Le SaaS businesses,
autant que c'est un modèle d'affaires qui est très intéressant, autant que c'est un modèle d'affaires que si tu n'as pas trouvé la bonne niche, la bonne verticale, le bon crowd au bon moment, tu peux chercher longtemps tes clients là, pour ton entreprise. Donc, comme tu le dis, d'où l'importance d'aller faire une première ronde de recherche de clients, de validation de produits avant d'investir des heures et des heures pour le créer, ce produit-là. Là. Définitivement. Puis, c'est comme je dis, c'est là qu'on a, je pense, le plus bel apprentissage dans les dernières années. Puis on a, si je vais donner un exemple, on a un produit là qui sort qui est en stage 3 qu'on appelle, qui est en début de commercialisation, qui s'appelle Berrycast, qui est un produit qui est né de la frustration qu'on avait d'échanger un paquet de courriels avec nos clients qui étaient pas lus ou qui étaient mal compris. Puis on essayait de les appeler, on tombait sur les boîtes vocales, lui nous appelait, ça retombait sur la boîte vocale. Donc beaucoup de difficultés à échanger de l'information, que si on était assis un à côté de l'autre devant l'écran, ce serait super facile, en 3 minutes, on réglerait une question ou un problème ou une approbation visuelle ou quoi que ce soit. Donc, on a développé un petit outil qui permet de faire du screencasting, qui filme l'écran, l'audio, la vidéo. Puis en 3 clics, ça permet d'envoyer cette vidéo-là à l'interlocuteur de l'autre côté. En 3 clics, il peut répondre. Ça fait des conversations asynchrones. Aujourd'hui, on est rendu avec très peu de commercialisation faite dans l'application, là, avec environ 15 000 utilisateurs. Puis on a quand même une belle croissance présentement au marché. On a livré les forfaits payants il y a environ 2 mois. On commence à avoir plusieurs utilisateurs payants dans le système. Fait qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore un pari complètement gagné pour ce produit-là, mais on pense qu'on a probablement quelque chose de très bon dans les mains puis qu'on va frapper notre premier coup de circuit avec ça. On ose espérer que ça va être notre premier coup de circuit. Il y a d'autres produits en incubation dans d'autres stages dans l'Open Lab, qui est notre incubateur technologique. Puis on avance à travers tout ça. Mais le product market fit, encore là, c'est pas évident. On a des utilisateurs payants, puis on voit qu'on pourrait décliner le produit en 8 versions ou 8. Là, je vais dire, je m'excuse encore, un autre anglicisme, mais les jobs to be done. Donc, qu'est-ce que les utilisateurs essaient de faire en réel ou quels problèmes ils essaient de solutionner avec le logiciel. On pourrait le décliner en 8 versions différentes de logiciel pour répondre à ces 8 cas d'utilisation-là. Fait qu'on est encore en phase d'explorer, voir lequel qui a le plus de potentiel pour être très focus après puis descendre en vertical, là. Puis, tu as utilisé un terme que j'ai beaucoup aimé, focus, OK? Tu l'as parlé un petit peu avant, donc il faut garder le focus sur la prestation de service parce que c'est la vache à lait, c'est ce qui fait en sorte que tu es capable d'avoir ces idées de grandeur-là présentement au niveau de tes produits. Présentement, comment tu diriges un peu le management de ton équipe? Est-ce que tu as quelqu'un, un genre VP produit, que lui, il est à temps plein sur la conception un petit peu de ces produits-là, qui est en charge de l'incubateur, l'Open Lab chez OpenMind? Est-ce que tu as quelqu'un d'autre qui est juste au niveau service, puis toi, tu es peut-être derrière, essayer de chapeauter un peu ces 2 équipes-là? Comment fonctionne ta structure managériale présentement pour s'assurer que les deux volets ont autant d'amour? C'est une excellente question. Premièrement, au niveau des équipes de service, dans nos 2 grandes équipes, on a de chacun des côtés une personne qui est imputable de la gestion de l'entièreté des opérations puis du bonheur du staff aussi à travers tout ça. Fait bonheur client, bonheur staff, de rentrer dans les chiffres également qu'on s'est donné. Donc ça, c'est une première des choses. Et à chaque semaine, on a un comité de gestion qu'on review l'entièreté, on revoit l'entièreté de la business, de l'entreprise sur un tableau de bord pour voir comment ça va avec les clients, avec le staff, avec la facturation. Donc, on a un focus très précis de suivre un petit peu toutes les facettes de l'opérationnel des centres de services de l'organisation. Donc ça, c'est une chose. Du côté du produit, on a une personne qui est en charge de l'Open Lab, de s'assurer qu'il y a un momentum à l'intérieur de cette initiative-là. Puis on a vraiment une belle structure qu'on a été chercher, que le CNRC nous a aidé à implanter avec la méthodologie StageGate pour essayer de maximiser les chances qu'on parte d'une idée à une commercialisation à succès. Et cette personne-là est en charge de ça et de s'assurer que le momentum est là. À partir de là, dans chaque produit qu'on incube ou qu'on bouge, il y a des très petites équipes, des fois qui est une demi-personne, à des équipes qui sont plus grandes comme Berrycast, qu'on est 6-7 personnes à temps plein sur le produit à l'heure actuelle. Donc, selon à quelle étape, à quel stade le produit est rendu, les équipes vont être plus ou moins grandes. Intéressant. L'épisode 9 que j'avais fait d'Hypercroissance, j'avais reçu quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Pablo Stevenson. Il y a une agence de marketing web à Montréal qui s'appelle Ressac. Il nous avait parlé un petit peu que lui, il incubait des projets à l'intérieur de Ressac, des projets un petit peu technologiques. Puis il m'avait mentionné un truc qui était super intéressant, puis je voudrais t'entendre là-dessus, Jonathan. Il me disait, puis je lui avais posé la question, je dis, quand t'es en train d'incuber des projets à l'intérieur de ton lab également, toi, Pablo, est-ce que tu utilises des gens pour créer des produits qui sont
déjà en train de travailler avec les clients au niveau du service? Est-ce que tu amènes les gens au niveau du service dans le volet produit ou tu vas chercher des gens complètement à l'extérieur? Puis il m'avait dit, des fois, Antoine, c'est mieux d'aller chercher des gens à l'extérieur. Comme ça, il n'y a pas du monde qui vont aller déranger l'équipe de service. L'équipe de service peut faire leur travail puis l'équipe de produit peut faire le travail. Des fois, tu peux amener des gens au niveau du service, mais plus souvent qu'autrement, t'es mieux de prendre des gens complètement séparés pour pas qu'il y ait de croisement. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que tu prends des gens différents ou tu vas prendre un petit peu du monde de service dans l'équipe de produit? On a un mix des deux, puis c'était notre grand défi au début. On priorise toujours le client dans les équipes de service parce qu'on a une imputabilité de qualité puis de rapidité à sortir. Bien sûr. Produit, malheureusement, on va dire ça peut attendre un peu. Et ça devient un couteau à double tranchant qui fait à un moment donné, là, ça peut attendre un peu. On est en retard sur notre calendrier de sortir ce qu'on a besoin de sortir. Fait que c'est de rajouter de la main-d'œuvre à travers tout ça. Puis à un certain stade, si je prends l'exemple de Berrycast, l'équipe devient assez grande parce qu'on a des gens dédiés à temps plein vraiment pour ce produit-là. Et là, il y a quelques intervenants, des fois, qui vont graviter autour, qui vont se promener entre les corps de service et ceux de produits. C'est jamais parfait, mais en même temps, ça nous permet de faire une utilisation du talent, des fois, qui est inutilisé. Tu sais, si on est en deux projets avec un client ou un client met une pause temporaire, on peut prendre ces joueurs-là, les amener sur le produit. Ça nous donne plus de force, mais c'est un couteau à double tranchant quand on les ramène sur le service. Des fois, on laisse quelque chose qui n'est pas terminé. Fait que je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. On essaye de naviguer dans le meilleur équilibre entre les deux. Définitivement, c'est plus facile quand on commence à avoir une équipe là avec un peu plus de joueurs dedans puis qui est dédiée que pour ça, qui est focusée pour ça, qu'on a vraiment défini une mission, vision, puis où est-ce qu'on s'en va avec le produit. OK, intéressant. Moi, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu, ça ressemble à quoi le futur? Le futur d'OpenMind au niveau service, je pense que tu l'as bien mentionné, tu vas atteindre le 10 millions plutôt de chiffre d'affaires d'ici les prochaines années. Au niveau produit, parle-nous un petit peu de où est-ce que tu en es présentement. Je pense que tu en as parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a déjà des revenus qui sont générés par rapport à ça? Avez-vous une ambition d'ici 2 ans peut-être de faire une série A, une levée de fonds Y? Parle-nous un petit peu de cette division-là pour les prochaines années pour ton entreprise. Ouais, c'est des bonnes questions. La majorité des revenus présentement sont effectivement faits par les corps de service. On vient de commencer à générer nos premiers revenus avec le produit Berrycast. Les métriques qu'on a à l'heure actuelle sont quand même très positives. On prévoit une ronde de série A. On espère probablement entre un 3, peut-être 4-5 millions d'ici, je dirais, novembre à février l'année prochaine, si les métriques continuent à se prouver comme qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle. Fait qu'il nous reste à creuser et à améliorer certains éléments, mais c'est quand même somme toute positif ce qu'on a devant nous. On a eu la chance d'amener le produit quand même très loin dans le stade de commercialisation, ce qui nous met en belle position de valorisation de ce produit-là pour être en position de force là, devant les VC. Et le côté positif également de ce produit-là, c'est que c'est, selon ma perception, un des rares produits qui est favorisé à l'heure actuelle dans la situation de crise qu'on a avec le COVID. On a vu des pics d'affluence comme on n'a jamais vu avant, puis des pics de rétention puis de monétisation qui étaient plus grands que avant la crise. Donc, on voit que ça accélère l'adoption d'outils technologiques comme ceux-là. Puis le genre de produit comme Berrycast, le genre de problème que Berrycast solutionne aide énormément pour les équipes qui travaillent beaucoup en télétravail ou dans divers bureaux. Donc, on a une belle espoir que ces éléments-là vont favoriser pour une ronde de CIRA devant nous. Donc, on espère là, entre novembre, février à peu près l'année prochaine, un 3-5 millions là, qu'on vise devant nous avec ce produit-là. Est-ce que Berrycast, c'est similaire un peu à Useloom? Donc, t'enregistres ton écran puis que tu vas donner un peu un screencast, comme tu le disais, à la personne qui t'envoie ça? Ben, il y a beaucoup de produits qui le font présentement. Nos plus grands compétiteurs, puis celui qui bouge le plus, c'est Loom. Je sais pas si c'était déjà par. Ben oui, c'est ça, Useloom, oui, exactement. Useloom, je l'utilise tout le temps. Exactement. Fait que Loom, effectivement, est un compétiteur qui bouge beaucoup et où ce qu'on s'enligne, puis de où ce qu'on voit, on veut pas tomber de nez à nez avec eux. Présentement, on est très générique dans le produit, un peu comme eux. Je pense que Loom va être probablement le consolidateur du marché au niveau du générique dans le screencasting. Notre stratégie, de notre côté, c'est qu'on a 3 personas en hypothèse à l'heure actuelle où ce qu'on voudrait descendre en vertical dans ces personas-là. On est en train de ramasser les derniers métriques pour vraiment dire lequel qu'on va attaquer en premier, puis on va aller se nicher dans ces personas-là et non rester en mode générique parce que Loom a quand même une certaine longueur d'avance en termes de temps et de financement aussi. Ils sont rendus à plus de 30 millions US là, de lever jusqu'à l'heure actuelle.
Ben, il y avait pas vraiment le choix parce qu'aux dernières nouvelles, je pense que ça fait peut-être même pas un an de ça qu'ils ont un forfait payant. Avant, il était qu'en freemium, stratégie audacieuse qui peut uniquement être faite, bon, bien entendu, quand tu as des levées de fonds. Fait que je pense qu'ils ont été en freemium pendant 1 an, 2 ans. Moi, j'étais comme, je disais à toute mon équipe, hey, on utilise UseLoom, c'est quasiment un hack, là. Regardez ce que ça fait, c'est exactement ce qu'on cherchait, blablabla. Puis là, bon, ils sont amenés avec la version payante, mais comme beaucoup d'entreprises, hein, puis je pense que c'est un petit peu ça que tu disais préalablement, là, que présentement avec la situation de la COVID, des logiciels comme ça sont très intéressants. Je pense qu'ils ont un forfait qui ont ramené ça gratuitement. Mais bon, la situation actuelle prouve l'importance de ces logiciels-là. Et je pense que, comme tu l'as dit, aller dans une verticale de service va faire tellement de sens parce qu'à un certain point, à un moment donné, les gens qui travaillent dans ce milieu-là vont avoir besoin de certaines spécificités. Les gens qui travaillent dans le milieu B vont avoir besoin de certaines spécificités. Puis je te pose la question, est-ce que l'endroit que vous pensez aller est encore relié avec les clients que vous desservez présentement ou vous pensez à un autre type de verticale? Ben, on a 2 verticales qu'on s'attendait pas du tout à avoir, qu'on voit que c'est des personas qui bougent beaucoup dans le système. Puis c'est un gros questionnement à savoir si on va les adresser ou pas parce que c'est un petit élément qui fait pas nécessairement avec la stratégie initiale du produit. Puis on est en train de regarder est-ce que c'est eux qu'on est capable de monétiser le plus. On va avoir une grosse décision à prendre à terme à savoir si jamais c'est eux qu'on peut le plus monétiser, est-ce qu'on y va ou pas. Il y en a un qu'on pensait pas du tout venir, entre autres, c'est tout ce qui est les gens qui jouent aux jeux vidéo puis qui veulent devenir YouTubers. Donc, ils ont l'ambition de devenir YouTubers. On a beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui se filment, qui envoient ça sur YouTube. Puis, on a eu énormément de professeurs là, dans les 2-3 derniers mois qui utilisent la plateforme pour donner les cours de manière asynchrone à leurs élèves. Fait que ça non plus, on l'avait pas forecasté. On voyait vraiment, nous, c'était des cas d'utilisation de business dans l'entreprise. Puis tout ce qui tournait autour de ça, de la documentation, l'approbation de visuels, la demande de rapports, d'explication de rapports. Fait qu'on y allait vraiment pour entreprise, mais là, on voit qu'il y a des choses qui se dessinent autour. Fait qu'on est encore en train de récolter cette data-là. Puis on va avoir des bonnes questions à se poser, je dirais, là, dans 4 à 6 semaines qu'on s'est donné, là. Il va falloir sérieusement prendre des décisions probablement difficiles, là. Oh wow, ok, c'est intéressant. Puis comment c'est arrivé? Je suis curieux. Comment que des professeurs ou je sais pas comment qu'on les appelle, là, des professionnels en jeux vidéo, du monde qui aime juste faire des jeux vidéo puis mettre ça sur YouTube, comment c'est arrivé entre leurs mains? Est-ce que vous avez fait du démarchage sur eux? Est-ce qu'ils sont tombés là-dessus par hasard? Comment c'est arrivé? On a vraiment fait aucun démarchage ou aucune publicité là-dessus. Ce qui a été un peu je dirais l'hameçon qui fait que ces gens-là se sont amenés à tester le logiciel et à l'adopter et à l'aimer beaucoup. Là, on a vraiment des bons commentaires de ces personnes-là. Simplement parce qu'on s'est positionné sur des mots-clés au niveau d'enregistrement de l'écran, donc screen recording en anglais. Et eux, c'est ce qu'ils recherchaient pour donner leurs cours, pour enregistrer leurs jeux vidéo. C'est vraiment sur des mots-clés génériques qui a attiré ces personnes-là. Puis qu'à l'heure actuelle, on en voit beaucoup dans la plateforme qui bouge avec ça. Ah wow, c'est intéressant ça. OK, cool. Puis toi, Jonathan, comment tu vois ça un peu, ton futur personnel? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut continuer à chapeauter un petit peu tout ce gros bateau-là? Sens-tu éventuellement que ton amour va aller davantage au niveau service, au niveau produit? Comment tu vois un petit peu le futur au niveau personnel de éventuellement, on va pouvoir les appeler tes diverses organisations? Je dirais, ce qui me drive énormément, c'est de faire la différence dans la vie des gens, puis de créer des expériences puis d'amener un maximum de gens là-dedans pour les faire grandir à travers tout ça. Je pense que les équipes de service qu'on a là, moi, honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à avancer là-dedans puis d'aider les clients. Puis quand les clients nous écoutent, ça fait vraiment la différence ce que vous livrez chez nous puis vous êtes vraiment wow. Moi, ça me fait vraiment triper. Maintenant, c'est comment qu'on peut toucher plus de gens de manière plus rapide. Probablement qu'avec le produit, on est capable d'aider puis toucher au lieu de quelques centaines ou quelques milliers de personnes, on peut sûrement en toucher plusieurs millions, ou dizaines de millions ou des centaines de millions. Difficile à dire dans les prochaines années où mes efforts, où mon focus va être. Je pense que c'est probablement où est-ce qu'on va être capable de donner le plus d'effet de levier à travers tout ça, mais c'est certain que je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'imputabilité que je me mets sur moi-même. Si jamais je mets un focus à droite, je vais m'assurer qu'il y a des bonnes personnes à gauche pour donner un service égal ou supérieur ou d'arriver à un résultat égal ou supérieur que si c'est moi qui le ferais. Fait que c'est un peu ce que j'ai beaucoup focusé dans les dernières années, de mettre vraiment une équipe de gestion de joueurs étoiles qui ont des forces plus grandes que si c'était moi qui s'occupais des différents volets. On a vraiment du monde hallucinant dans l'équipe là qui se donne corps et âme. Puis je les vois aller, puis je dis mon Dieu, je me vois plus comme une personne générique, jack of all trades, où ce que quand tu pars en business, tu touches un paquet d'affaires. Là, c'est le fun parce qu'on est rendu à un stade où on est capable d'avoir des gens précis et spécifiques dans des verticales
où ce que cette collection-là de gens sont beaucoup plus performants que si moi je mettais de l'effort dans cette section-là de la business. Fait que là, je suis tranquille à ce moment-là pour me focusser plus sur la stratégie, que ça soit pour amener la business de service ou les produits à un autre niveau. Ça va être plus en mode stratégique là, que je me positionne puis que j'évolue dans l'organisation. Intéressant. Puis parle-moi un petit peu. Moi, j'aime toujours ça savoir c'est quoi les habitudes spécifiques des entrepreneurs que je reçois, s'ils ont des petits secrets à nous donner. Donc, j'aime ça commencer à savoir. T'es-tu un lecteur un peu? T'aimes-tu ça lire des livres? Tu parlais de Père riche, Père pauvre tantôt. Est-ce qu'il y en a d'autres que t'as pu lire? Écoute, je dois être rendu probablement à au-dessus de 250 livres lus dans les probablement 15 dernières années. Je suis vraiment, vraiment, vraiment vendu aux livres. Comme j'exprimais, c'est un peu ce qui a été mon université. Je trouve ça tellement incroyable que en 5, 8, 10 heures de temps, on soit capable d'absorber l'expérience d'une vie complète d'une personne, de ce qu'il a pu apprendre de plus incroyable dans son parcours et dans toutes les erreurs qu'il a fait. Moi, je trouve ça incroyable que ça prend juste un 5-10 heures puis on peut absorber ça. Que je suis extrêmement vendu à écouter des livres par Audible, à lire des livres. Puis on en a même fait une pratique courante dans l'organisation. Il y a une de nos valeurs, là, c'est en anglais « Don't be a dinosaur », donc « Ose évoluer » qu'on a mis en français. Puis pour bien vivre cette valeur-là, puis j'espère que ça va aider d'autres gens, on a mis en place dans l'organisation un bar à livres. Quand on rentre dans l'organisation, là, il y a un gros mur avec plein de livres. Wow. Puis on tient aucun registre des livres. Les gens, soit notre staff, les clients qui viennent, les partenaires, tu prends un livre, tu pars avec. On se fie à ta bonne volonté d'en faire bon usage. Puis on essaie de promouvoir que les gens fassent beaucoup de lecture. Puis pour favoriser ça à un autre niveau, on a fait des book clubs. Donc on a des petites équipes qui déjeunent ou qui dînent ensemble à un certain intervalle de temps pour échanger les meilleurs, on appelle ça en anglais des wisdom seeds, des graines de sagesse qu'ils trouvent dans les nuggets. Ben oui, les nuggets, exactement, entre eux autres pour être capable après ça de prendre ces meilleurs nuggets-là puis les mettre dans notre pipeline d'idées pour faire avancer la business. Vu qu'on est sous la méthodologie Scaling Up, on fait des challenges trimestriels, des défis trimestriels et on va prioriser certains éléments qu'on va prendre de notre grande liste qu'on a pris de plein d'éléments de livres pour amener la business à un autre niveau. Donc, il y a vraiment un pipeline on incite les gens à lire, mais comment qu'on extrait cette connaissance-là, comment qu'on l'apporte dans un système de priorisation, puis comment qu'on l'exécute, puis on s'assure de l'exécuter après. Donc, on a vraiment mis un système du début jusqu'à la fin pour être capable d'implémenter toutes ces petites nuggets-là, mais en réel, pas en concret dans la business. Oh, ben, ça. Donc, je suis un grand fan de lecture, puis j'essaie beaucoup de transmettre cette passion-là aux gens autour parce que je pense que ça vaut tellement au final qu'on a un bon système. Tu sais, de lire un livre, c'est une chose. Si tu passes à travers le livre, c'est une chose, mais le but, c'est que le livre passe à travers toi puis que tu le retiennes puis que tu sois capable après ça de le mettre en pratique. Fait qu'on pousse beaucoup dans l'organisation pour ça. Puis moi, j'y crois beaucoup puis je pense que ça nous a aidé énormément dans les dernières années. Là. Y en a-tu un qui te vient en tête spécifiquement, là, ou un ou deux? Ben, définitivement, Père riche, Père pauvre. Pour moi, ça a été vraiment un élément qui a changé ma vie sur différents niveaux. Entre autres, de dire, OK, je me lance en affaires. Entre autres, de dire, OK, j'ai investi dans l'immobilier. Je suis un grand passionné d'investissement puis d'immobilier également en parallèle. Et j'ai relu ce livre-là avec quelqu'un dans mon entourage. Ben, quand je dis relu, on l'écoutait en audible dans le véhicule. À un moment donné, on avait un 4-5 heures de route, on l'écoutait, puis ça m'a impressionné la quantité de conseils qu'il disait que je fais. Aïe, je me souviens avoir écouté ce livre-là, puis je disais, OK, ce gars-là, c'est un fou. C'est sûr que c'est pas vrai. Puis là, j'écoute, je fais, ah mon Dieu, j'ai pris ce conseil-là, je l'ai mis en place, puis 10-15 ans plus tard, mon Dieu, il avait raison, là. On est rendu là. C'est hallucinant comment si on met en place ce qu'il y a dans ce livre-là, puis on y croit, puis on le fait, comment que ça peut se réaliser à terme, c'est incroyable. Fait que je dirais, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Dernièrement, dans les dernières années, mon meilleur livre que j'ai lu, c'est le livre Double Double du CEO de l'ancien CEO de 100 Got Junk, qui est Cameron Herold. Il y a tellement de nuggets dans ce livre-là. Je pense que j'avais 82 nuggets de sortie. D'habitude, j'en sors entre 5 à 20 par livre. Là, je mets ça sur des petits cartons que je garde sur mon bureau, que je relis continuellement. Puis j'ai jamais eu autant de nuggets sortis d'un livre qu'on a mis dans notre système de priorisation d'idées qu'on va pousser dans les prochains trimestres. Fait que ça a été vraiment un autre... C'est quoi ce livre-là? Je connais zéro. Puis je veux en savoir plus. Ben, premièrement, 100 Got Junk, qui sont partis de zéro à au-delà de 100 millions de chiffre d'affaires en 6 ans.
OK. Fait que déjà là, son fast-growing, hyper croissance de manière incroyable. Et le COO, le chef des opérations, est un phénomène, ce gars-là. Il avait trouvé des moyens d'être capable d'avoir de la publicité pratiquement gratuite sous plein d'aspects. Ils ont réussi à se faire imprimer leur logo sur des cups de Starbucks pour 0, mais en dizaines de milliers de copies. Ils se sont fait inviter sur des gros shows aux États-Unis, qu'il y a des millions et des millions de vues. Puis ils sont au Canada, là. Ça a comme pas de logique. Vraiment, le gars, il sort out of the box, comme on dit en anglais, là, vraiment, vraiment incroyable. Mais la manière d'aller implanter une vision, d'inspirer les gens, d'embarquer les gens là-dedans, d'exécuter, de tenir les gens imputables, vraiment beaucoup de bons conseils. Vraiment, en tout cas, vraiment inspirant. Je te garde sur le suspense, là, je te le recommande. Double, là. Mais là, je mets la barre haute, tu vas le lire, puis tu vas dire, OK, c'est je vais l'acheter après notre podcast, je vais l'acheter ça direct. Je me cherchais, tu sais, c'est tout le temps ça. Tu lis un livre, là, t'arrives, tu sens qu'il reste à peu près 50 pages, tu te dis, c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain. Des fois, t'en as déjà un, des fois, t'en as pas. J'en avais quelques-uns sur ma to-do list, là, je vais garder lui en tête également. T'as dit que t'écoutais des livres audio. Écoutes-tu des podcasts également? Oui, beaucoup de livres audio, un peu de podcasts. Un que je recommande à tout le monde, c'est How I Built This de Guy Raz, qui est un podcast quand même assez connu où il a eu la chance d'interviewer des très grands entrepreneurs, dont les gars d'Airbnb, Burton, qui malheureusement est décédé dernièrement, mais son histoire est fabuleuse. Shopify, Belkin, Fitbit, Dell, donc vraiment des histoires que on écoute ça, puis moi, j'ai le poil qui me dresse sur les bras, là. C'est vraiment incroyable d'avoir accès à comment ça s'est passé dans leur business. Puis des fois, il y a des petits nuggets là-dedans qui sortent, qu'on est capable de mettre dans notre pipeline puis d'étirer de notre côté. Fait que ça, c'est vraiment mon podcast numéro 1. Là, le deuxième, c'est pas pour t'envoyer beaucoup de fleurs, mais honnêtement, mon How I Did This québécois en français, ben c'est le podcast Hyper Croissance. Vraiment, il y a des très bonnes interviews. Pour ceux qui n'ont pas écouté d'autres podcasts, pas d'autres podcasts, mais d'autres épisodes, je vous le recommande. Super, merci pour le travail que tu fais de mettre en lumière des gens d'ici du Québec, de leur histoire, en français en plus. Je te lève mon chapeau. Super initiative avec un très bon talent impliqué à ça. Bon, mais c'est très gentil de me dire ça. Puis tu disais Expertsy que t'avais bien aimé, qui parlait de ronde de financement. Oui, Expertsy. Un autre qui m'a beaucoup touché, c'est celui du Proprio. Je te fais une confession. Je sais pas si Nicolas va l'écouter, mais quand j'avais 14 ans, j'ai parti un site qui s'appelait Vendre du Proprio. On était son plus gros compétiteur. On était plus gros que lui. Et j'avais pas ni les skills marketing, ni la vision que je pouvais amener ce produit-là à un autre niveau. J'avais juste 14 ans, là. Donc, on était pas mal dans leur patte, je dirais, dans les premières années. Si j'avais les compétences que j'ai aujourd'hui en marketing et en skill de business, on aurait probablement eu une bataille assez intéressante à travers le temps. Fait que quand j'ai écouté le podcast, j'étais arrivé à mes écouteurs. C'est vraiment touchant de voir comment que ça se passait lui dans son histoire, dans son évolution, puis de se remettre un peu là-dedans à travers tout ça. Ouais. C'est wow. Vraiment. L'histoire de Nick est assez fascinante. Une histoire familiale que je connaissais pas à la base. Je pensais qu'il était tout seul là-dedans, mais non, c'est toute la famille. Puis finalement, eux autres sont partis acquisition après acquisition après acquisition pour arriver puis dominer complètement le Canada. Non, une histoire assez rock'n'roll qui a eu une très belle fin. Un exit à 50 millions, c'est pas rien. Puis ouais. Regarde, moi, je suis quelqu'un qui a des routines militaires préétablies. Je ne peux pas vivre sans mes routines, surtout du lundi au vendredi quand c'est très, on va dire, business. Ça ressemble à quoi, toi, de ton côté? Es-tu plus routine? Est-ce que ça change d'une journée à l'autre? Je suis très, pas routinier, mais je dirais discipliné. Puis je pense que si on va atteindre un succès, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, c'est pour atteindre un certain succès, c'est simplement de faire des petites choses de manière répétitive sur une longue période de temps. Puis, il y a quelqu'un qui me dit aussi, pour être expert dans quelque chose, ça prend 10 000 heures de pratique, donc 5 ans à temps plein minimum. Mais je pense que un des meilleurs moyens d'être capable d'être focusé, d'avancer, moi, en tout cas, ce qui m'aide beaucoup, moi, c'est vraiment le temps que je vais passer avant d'arriver au bureau. Puis, il y a un entrepreneur, il y a peut-être une dizaine d'années, qui m'a dit, Jonathan, tu te rendras jamais où ce que tu vas aller si tu te lèves pas à 5 heures le matin. J'étais quelqu'un qui était très oiseau de nuit. Je programmais la nuit. J'étais pas capable de me lever le matin. Là, je disais, OK, je l'essaye. Ça m'a pris 2 ans à réussir à bâtir cette discipline-là. Puis écoute, depuis à peu près pratiquement 9-10 ans, je me lève toujours 5h20 le matin. Je fais de l'exercice en me levant, un 20-30 minutes. Après ça, je vais prendre un 10 minutes pour écrire ce qui me vient en tête dans un petit livre.
Je prends un autre 10 minutes pour regarder si j'avais seulement 2 heures dans ma journée, qu'est-ce que je ferais? Vraiment cibler c'est quoi mes tâches importantes qu'il faut que je focus en premier, que je vais attaquer en premier en arrivant au bureau. Je vais me poser la question, qu'est-ce que je peux déléguer, qu'est-ce que je peux annuler aussi dans ma journée, parce que je suis beaucoup dans un combat d'essayer de libérer mon horaire, je dirais, dans les dernières années. Un peu comme, je pense, la réalité de tout entrepreneur. Puis à 7h, 7h15 au bureau, focus dans mes tâches les plus importantes jusqu'à notre meeting de début de journée à 8h40. Donc, c'est pas mal toujours la même routine, mais je pense que c'est vraiment d'être discipliné puis de faire toujours ces petites actions-là, ces petits détails-là qui fait qu'on est capable d'avancer plus vite puis plus loin. Ah, j'adore ça. Je suis comme toi. Moi, je suis levé à 4h40 tous les matins. Je m'entraîne. Puis j'ai commencé ça il y a à peu près peut-être 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Jamais je ne vais retourner en arrière. Être debout très tôt, faire les choses qui habituellement peuvent être malheureusement laissées de côté. On s'entend dans la vie de tout le monde souvent. Là, j'ai pas le temps aujourd'hui de faire de l'exercice. Mais quand tu le fais le matin, c'est réglé, tu t'en parles plus, là, ben là, tu sais, tu peux arriver, faire ta journée de travail, terminer par la suite, aller à des routines personnelles, puis pas avoir à penser à ça, tu sais. Quand tu es capable d'éliminer ça le matin, là, souvent, c'est une journée plus facile par la suite. Je partage 110% la même opinion que toi, puis je reviendrai zéro en arrière. Puis encore ce matin, je dis, mon Dieu, je suis chanceux de pouvoir prendre ce temps-là avec soi-même, puis de réfléchir, puis d'apprécier un petit peu aussi, d'avoir une certaine gratitude à travers tout ça. Donc, je partage ton opinion à 100 000 à l'heure. Merveilleux, Jonathan. Avant de te laisser, comment que les gens peuvent en apprendre plus sur toi ou sur OpenMind? Peut-être qu'il y a des postes ouverts chez vous. Parle-nous un petit peu de ça si on veut en apprendre plus sur vous. Oui, ben premièrement, notre site web, www.openmindt.com. On a toute la description de notre offre de service sur notre site web. On a plusieurs articles de blog également, comment on peut aider les gens dans l'industrie à être plus profitables, plus rentables, plus efficaces par la technologie. On a plusieurs postes ouverts présentement, technicien informatique, administrateur système, des postes aux ventes également, chargé de projet. Donc, on est en croissance, même malgré la crise. Là, on a continué à faire des embauches pour avancer. Donc, définitivement, on a des postes ouverts là, qui sont tous disponibles sur notre site web. On cherche toujours des bons talents pour joindre l'organisation puis pour réussir à agrandir la famille. Merveilleux. Bon, c'est parfait. Jonathan Léveillé, merci énormément d'avoir été sur Hypercroissance aujourd'hui. Fascinant toujours d'avoir des discussions avec des gens qui ont beaucoup de succès comme toi. Je te souhaite le plus grand des succès dans cette commercialisation de produits-là. Souvent, c'est un chiffre qui est pas facile à faire, mais nécessaire quand on a des ambitions de croissance. Donc, très content de cette discussion-là, puis je vous souhaite le meilleur succès pour la suite des choses. Plaisir partagé. Merci beaucoup à toi. Yes, à bientôt. Merci. Et on se dit qu'on va bientôt se revoir pour un prochain épisode de Hypercroissance. Une des plus grandes leçons que j'ai pu tirer de mon entretien avec Jonathan est la suivante. OpenMind Technologies n'arrêtera pas de vendre des prestations de services. Je le mentionne car trop souvent, je vois des propriétaires d'agences vouloir rapidement se concentrer sur la conception de produits en oubliant totalement de continuer à vendre leurs prestations. Plus souvent qu'autrement, ce pivot se transforme en échec et le propriétaire se retrouve dans une position délicate. Rien de presse et je vous invite à suivre la méthode que Jonathan explique qui est de segmenter ses départements de services et de produits. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7 media au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.